Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Je m'appelle Seth et je suis l'un des cofondateurs de ce podcast. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Arnaud Yvelin, un jeune entrepreneur qui a décidé d'aider les industries à être plus productives. J'ai appris énormément durant cet entretien et j'ai beaucoup de plaisir à vous le partager. Bonjour Arnaud, je suis très content de t'accueillir dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Tu es le CEO d'une entreprise toulousaine qui propose aux usines de les aider à améliorer leur productivité grâce à des boutons. Je précise, ce sont des boutons physiques. Oui, des boutons poussoirs. Comment vas-tu ? Eh ben, je vais très bien. Il fait beau, il y a du soleil, donc mon cerveau génère, je crois que c'est de la dopamine, et donc je suis de très bonne humeur. Exactement, parfait. Eh bien, première question, pour commencer, c'est un peu notre petite tradition. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement Déclic ? Le plus rapide que j'ai pour pitcher Déclic, c'est que nous, on fait des boutons pour les gens qui ont les mains sales. Ça, c'est le pitch que j'ai le plus court. Et si je vais un peu plus loin dans le pitch, aujourd'hui, dans la moitié des usines qu'il y a en France et en Europe, ce qui représente 1 million d'usines quand même, il y a un lean manager ou un responsable d'amélioration continue. Et ce mec-là, il a un tout petit problème, c'est que entre l'opérateur et le big data, le cloud, on l'appelle comme on veut, là où on fait de l'analyse de données, les ERP, les MES, etc. Il y a un petit problème, c'est que la réalité terrain, c'est que les mecs, ils ont des gants, c'est humide, il y a de l'huile, il y a du sable, il y a de la poussière, etc. Donc, il ne peut pas utiliser de tablette et il ne peut pas utiliser de PC. Donc, en fait, il galère, vraiment, il galère, c'est une horreur. Tous les responsables d'amélioration qui nous écoutent, d'amélioration continue qui nous écoutent, je pense confirmeront, ils galèrent à récupérer de la donnée terrain. Nous, ce qu'on fait, du coup, c'est un bouton poussoir, plug and play. Il y a juste besoin de le coller, pas besoin de l'allumer, il n'y a pas besoin de l'éteindre, il n'y a pas besoin de le paramétrer. Certains de nos clients ne préviennent même pas la DSI qu'ils ont installé les boutons, tellement ils sont autonomes et indépendants. Et sur chacun des boutons, tu mesures et t'écris pour compter ce que tu veux en fait. Une panne machine, une vis manquante, matière manquante, problème de maintenance. C'est les mecs qui décident. Et derrière, nous, on leur envoie les données là où ils vont les utiliser. Excel, Power BI, SAP, tous les logiciels industriels. Ok, donc vous avez des connecteurs sur tous les logiciels que vous pouvez requêter. C'est ça. Très bien. Ça me rappelle un petit projet d'Amazon qui est tombé à l'eau. C'était des boutons pour faire des commandes. Ouais, il y avait le dash button d'Amazon, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. L'idée d'Amazon, pour moi, c'est très fascinant à quel point ça s'est cassé la gueule. C'est l'usage, en fait. Amazon, ils ont dit, bon, on vous voit commander toujours la même chose, le jus d'orange, le dentifrice, la lessive, le café. Et à chaque fois que vous vous dites, tiens, il faut que j'en commande, vous n'êtes pas à côté de votre PC. Donc, du coup, vous oubliez de le commander. Et ils se sont dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un bouton. Il est connecté en Bluetooth ou en Wi-Fi, je crois. Donc, voilà. Et vous allez pouvoir, dès que vous cliquez dessus, commander. En fait, il y a eu un petit problème assez simple à cet usage. Le premier, c'est que c'est pas un vrai problème. En vrai, c'est un énorme nice to have. Tu vois, c'est vraiment genre, ouais. Et puis, en fait, le deuxième, c'est que les solutions qui existent, tu vois, versus ce bouton, elles sont déjà largement suffisantes. Par exemple, les mecs, ils ont des téléphones portables, tu es à côté de ton café, tu as l'application Amazon, tu commandes avec ton téléphone portable. Ou alors, Amazon propose une autre fonction, tu vois, dans son service qui est la récurrence de la commande. Genre le café, je sais que je consomme à peu près un paquet par mois. Et dans Amazon, maintenant, il y a la possibilité de commander automatiquement tous les mois le café et je peux l'arrêter quand je veux. Donc en fait, si tu regardes le bouton versus l'usage, il n'y avait pas vraiment de cohérence. Nous, la différence qu'on a et qui est notable, et on le voit chez tous nos clients, c'est qu'en fait, les mecs, sans nous, c'est la galère. La première moyen qu'ils ont, les lead managers, et que tout bon responsable d'amélioration continue, je pense, a déjà fait ou a déjà au moins essayé, c'est ce qu'on appelle le bâtonnage papier. C'est exactement comme son nom l'indique, une feuille, un stylo, et je fais des petits bâtons. Déjà que c'est galère pour les opérateurs, quand il faut enlever ses gants, quand il y a plein d'huile partout, quand c'est humide, machin, ça, j'en parle même pas. En plus, c'est une horreur pour le responsable d'amélioration continue, parce que tu te retrouves avec 30, 40, 50, 100 feuilles par jour qu'il faut refoutre dans un fichier Excel, qui sont pas toutes écrites pareil, qui sont mal remplies, etc. Parce que c'est chiant à faire. Première des solutions. Deuxième des solutions, c'est génial à quel point elle fait chier tout le monde. Tu demandes aux opérateurs, à la fin de leur journée, de rester un quart d'heure de plus
pour aller remplir un fichier Excel. Donc c'est génial. Tu demandes à des mecs qui ont choisi de faire une carrière dans des métiers plus manuels, machin, etc., de se refoutre derrière un ordinateur pour remplir des données. En dehors de leur temps de travail. Exactement. Donc tu m'étonnes, ça marche pas. Et la dernière, ce qui est la plus ridicule, c'est le pauvre responsable d'amélioration continue. Je me moque pas de lui, mais je sais à quel point c'est dur. Et ben, il prend un chronomètre et il se balade dans l'usine et il essaye de compter. Donc il a des données, tu vois, éparses, compliquées, machin. Enfin, c'est pas faisable, quoi. Donc nous, en l'occurrence, le bouton, il vient résoudre un vrai problème parce qu'en face, il y a rien, quoi. Là où les mecs ont les mains sales, là où on peut pas mettre de tablette, là où on peut pas mettre d'ordinateur, il y a pas grand-chose pour compter, quoi. Exactement. Et combien d'usines est-ce que vous accompagnez? Dans quel secteur? On a équipé plus d'une 60aine d'usines depuis que la boîte elle existe. Ça fait 2 ans qu'on a créé la boîte. Au début, on a commencé, on a installé des boutons un peu partout parce qu'on cherchait, en fait. On cherchait à comprendre. On en a mis dans le BTP, on en a mis dans la logistique, on en a mis chez Cultura. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un endroit où les boutons ils étaient hyper utiles et qu'il y avait une catégorie de population qui avait vraiment envie d'utiliser nos boutons. C'était les responsables d'amélioration continue. Et c'était dans les usines où, typiquement, toutes les usines agroalimentaires, les usines de chimie, pharmaceutiques. En fait, les usines très manuelles où il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de tablette et ça fait pas de sens d'en mettre. Ben, en fait, ces usines-là, elles ont quand même du big data, tu vois. Elles ont quand même au niveau des ERP, des logiciels d'analyse, des SAP et d'autres, mais dans lesquels ils galèrent à mettre de la donnée et ils galèrent à faire des analyses. Parce que les ordinateurs sont loin des sites. Exactement, ouais. Et du coup, on a équipé plus d'une 60aine d'usines. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a équipé des usines partout autour de la France, Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie. Et tu vas me dire pas en France? Si, en France. Si, en France, c'est 90% de nos clients, ils sont en France. Mais on a même équipé une usine, tu vois, en Nouvelle-Zélande. Ah oui, quand même. Ça commence à traverser pas mal de frontières et finalement... Le problème, en fait, c'est pas un problème culturel. C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde les usines dans le monde aujourd'hui, eh ben, en fait, elles se ressemblent, pas toutes, mais disons qu'elles subissent un peu toutes les mêmes problèmes et elles sont un peu toutes dans les mêmes modes où on a des métiers qui sont très manuels. Les robots n'ont pas encore remplacé les hommes et je pense qu'on a encore quelques décennies devant nous, voire même un bon siècle. Et pour améliorer, il faut compter. Ça, c'est le lean de Toyota. C'est si je veux améliorer quelque chose, il faut que je compte. Parce que sinon, je suis dans l'affectif et donc je ne sais pas en fait qu'est-ce que je dois améliorer. Exactement. Et est-ce que tu peux nous donner une petite définition du lean, la tienne? Le lean, pour moi, c'est le bon sens au service de la productivité. Pas mal. Quel est donc ton parcours à toi? Qu'est-ce qui t'a amené là? Et comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans, en fait? Moi, je suis toulousain. Donc, j'ai grandi en faisant des études d'ingénieur à Toulouse. Je travaillais pour un sous-traitant d'Airbus où je dessinais des avions et des satellites. C'est loin de ce que tu fais aujourd'hui. C'est assez loin et en fait c'est assez proche parce que ça m'a permis de voir, en fait, parce que du coup, comme nous, on était dessinateurs, enfin, moi, j'étais obligé de voir des usines pour voir comment ils fabriquaient nos pièces. J'étais obligé de discuter avec les usines qui fabriquaient en fait ce que moi je dessinais. Et ça m'a permis de connaître un peu plus le monde des usines, que je trouvais très fascinant, parce que moi j'adore fabriquer des choses. Et en fait, ça m'a aussi un peu dégoûté finalement de l'industrie. En fait, ça m'a dégoûté de la manière dont on est un numéro et dont en fait finalement on arrivait à avoir peu d'impact. Après, je parle de grandes boîtes, hein. Airbus, c'est pas la plupart des usines avec lesquelles on travaille. Et puis il y a aussi des très belles personnes chez Airbus, hein. C'est juste des parcours de vie. J'ai surtout vu que avoir un impact sur le monde qui allait m'entourer, ça allait être compliqué si jamais je restais ce numéro dans cette société de sous-traitance. Et du coup, ça m'a motivé à monter une boîte. Je me suis dit, il faut que je monte une start-up parce que ça va me permettre d'avoir un impact en fait sur le monde qui m'entoure. Du coup, à la fin de mes études, je suis quand même parti vivre en Nouvelle-Zélande pendant 1 an parce que j'avais pas de femme, pas d'enfant, pas de crédit. C'était le bon moment. Tout le monde m'a dit c'est le bon moment. Enfin, j'ai quand même rencontré ma copine 3 mois avant de partir. Je suis toujours avec elle depuis, du coup, c'est depuis 8 ans. Et quand je suis rentré de Nouvelle-Zélande, j'avais envie de monter une boîte, mais sauf que je me suis rendu compte pendant cette année en Nouvelle-Zélande que j'y connaissais rien. Je connaissais rien à l'entrepreneuriat, je connaissais rien à la création de sociétés. J'avais fait des études d'ingénieur, mais finalement, je savais pas grand-chose. Et donc, j'ai décidé d'aller, comme j'avais le droit au chômage parce que j'avais fait de l'alternance,
j'ai décidé de me mettre à chercher un entrepreneur qui est en train de monter sa boîte et je voulais lui proposer de bosser pour lui gratuitement pour apprendre. Et qui me salarie pas, qui m'embauche pas, qui me donne pas de part, mais juste qui me permette de bosser avec lui, d'être son bras droit et de comprendre comment on fait, quoi, d'apprendre. Et figure-toi que j'ai jamais réussi à trouver cette personne parce que je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que je connaissais aucun entrepreneur. J'avais 25 ans à l'époque, tu vois, là j'en ai 32. J'avais 25 ans et je me suis rendu compte que autour de moi, des gens proches que je connaissais, il y avait aucun entrepreneur. Mais vraiment, aucun qui montait une start-up, tu vois? Il y avait des parents de potes, qui avaient monté des petites boîtes de BTP, des petits trucs comme ça, tu vois? Mais il y avait pas d'entrepreneur, start-up comme moi je le voulais, tu vois? Un peu plus digital et cetera, machin, je connaissais personne. Et je suis allé traîner dans des Fab Labs à Toulouse. Je suis allé traîner au Fab Lab parce que je me suis dit: «Bon, il faut que j'aille» parce que tu vois, j'étais ingénieur, donc je me dis: «Ben, il faut construire quelque chose, pour créer une boîte». Ce qui est faux, je le sais maintenant, mais bon. Et je me suis mis à traîner qu'avec des bricoleurs, des inventeurs qui, avaient des supers idées, des supers inventions. Et à chaque fois que je leur disais: «OK, comment tu vas le vendre?» Ils me disaient: «Ouais, mais il y a pas besoin de la vente là. Si le produit techniquement il est parfait, ça se vendra tout seul». Et là, je me suis dit: «Waouh, c'est sûr que non, c'est pas possible ça». Tu as eu la lucidité de le dire parce que c'est souvent ce qu'on entend en fait des doueurs, des makers qui viennent dans ce podcast, c'est qu'ils se sont dit le produit il est top, ça va forcément se vendre. Et en fait non, faut apprendre à le vendre. En fait, je me le suis pas dit, parce que là, tu vois, je te raconte l'histoire, je la romance un peu. Je me le suis pas dit direct. Mais d'expérience, tu vois, après plusieurs mois où j'ai bossé de manière volontaire sur plein de projets que je trouvais trop cool, parce que je voulais, tu vois, genre, goûter un peu au truc. Je me suis rendu compte que ça avançait pas. En fait, je me suis rendu compte que, à part faire ce qu'ils savaient déjà faire, c'est-à-dire bricoler et faire de l'ingénierie, il se passait rien au niveau business. Et moi, ça me frustrait parce que je voulais comprendre comment on signait des clients, comment on grossissait, comment, tu vois, comment ça marchait en fait. C'était ça une boîte. Ouais, voilà, moi je voulais la partie ingénierie, c'est bon, tu vois? Genre, bricoler, faire des expérimentations, machin, ça j'avais fait, tu vois? Et puis même, je faisais machin, c'est moi ce que j'avais envie, c'était de sentir un peu, puis en fait, je voyais pas la boîte se créer. Donc je me suis dit: «Il manque un truc» et j'ai découvert en commençant en fait parce que du coup, je me suis mis à bosser pour un magicien au black qui m'a dit, j'ai plein d'idées dans la tête, mais j'ai besoin d'un ingénieur pour en faire des effets spéciaux, pour en faire des tours de magie. Moi, je sais ce que je veux faire, je vois à peu près comment le faire, sauf que la réalisation finale, c'est un peu compliqué parce que il manque des connaissances techniques, machin. Donc j'ai dit: «Bah, vas-y, moi je suis chaud». Et donc après cette expérience-là, je me suis dit: «Je vais bosser comme consultant pour des startups qui veulent créer des trucs, tu vois? Des objets, des machins et cetera». Parce que je suis un ingénieur et Qui veulent faire de la magie. pas forcément de la magie, plutôt des des objets mécaniques ou même, mécatroniques et cetera. Et en fait, du coup, j'ai commencé à chercher des startups. C'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup à Toulouse. Enfin, en tout cas, que j'en connaissais pas beaucoup et que c'était dur à trouver. Et je suis tombé sur un écosystème qui s'appelle l'IoT Valley à Toulouse, qui est, en fait une association qui a été créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, dont l'objectif est de créer un écosystème où, on va concentrer des startups. Et quand on concentre, ça c'est, tu sais, c'est des phénomènes physiques, hein. Quand on concentre des éléments, il se passe des réactions. Et généralement, il se passe des réactions, plutôt bonnes quand on concentre plein de startups à un même endroit. Et donc j'ai contacté, toutes les startups de cet écosystème en tant que freelance. Aucune m'a répondu parce que je dois avoir mon mail là dans mes archives. Il était horrible ce mail. Et sauf que une espèce de CV consultant, tu vois, que j'avais, c'était rigolo d'ailleurs, j'avais mon CV, je l'avais retourné. Au lieu qu'il soit en format paysage, je l'avais mis en format portrait. Et c'était pas un CV, c'était plus genre, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que je suis freelance maintenant. Et c'est tombé dans les mains du directeur des opérations de cet écosystème qui gérait l'accélérateur de start-up et qui m'a dit: «Bah écoute, nous, on a obtenu un budget de la région pour un Fab Manager. Et le boulot, il consiste à quoi? Tu vas passer ta journée avec des CEO et des CTO qui doivent industrialiser leurs objets connectés. Et on a besoin de quelqu'un qui les aide à faire un peu de R&D pour eux et surtout trouver les bons partenaires pour aller industrialiser ces objets connectés». Donc je lui dis: trop bien, c'est payé combien?» Il me dit: c'est payé 1500 net par mois. Je lui dis, dans ma tête, je me dis: «OK, en sortant d'école, normalement, je devrais toucher 2000 net par mois.
Mais bon, je m'en fous parce que là, c'est plus que le chômage. Et puis surtout, je vais passer ma journée, et c'est ce que je voulais depuis, ça fait 1 an que je cherche ça. Je vais passer ma journée avec des entrepreneurs qui montent leur boîte, quoi. Et ouais, et tu feras le lien avec des doueurs pour eux. Alors justement, au contraire, pas du tout. Parce qu'en fait, les doueurs du Fab Lab, c'était des rêveurs. C'était des mecs très sympas, avec des grands rêves, mais tout seuls. Ils n'étaient pas dans la pratique. Pour moi, c'est l'exemple parfait de l'inventeur qui parle à personne de son idée, qui est persuadé que c'est la meilleure idée du monde. Et c'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est tout l'inverse, en fait. Donc je les ai pas mis en relation avec eux, au contraire. C'était pas le même monde. D'un côté, dans les Fab Labs, t'as des mecs qui rêvent toute la journée, mais qui mettent rien en action pour faire que leur rêve existe. Et de l'autre côté, dans un écosystème de start-up, t'as des gens qui toute la journée font des erreurs, se mettent en danger pour essayer de faire en sorte de créer quelque chose qui grossisse, quoi. C'était pas du tout les mêmes mondes. Il y a jamais réussi à y avoir de pont entre ces deux mondes. Et je comprends maintenant pourquoi. Mais du coup, c'était trop bien comme expérience. J'ai commencé à bosser pour eux. Tout le monde dans mon entourage, tu vois, pour tous ceux qui veulent se lancer, m'a dit, mais pourquoi tu bosses pour eux? T'es mal payé, machin et tout. Je leur ai dit, mais je m'en fous. Déjà, je suis heureux parce que le boulot est génial. Et deux, bah, je rencontre des gens toute la journée, c'est trop bien. Quand je voudrais monter ma boîte, j'aurais acquis énormément d'expérience. Ça m'aidera à pas me rater, quoi. Et des contacts. Et tu apprenais énormément et tu avais beaucoup de contacts. Je pense que tu as dû garder beaucoup de contacts de cette époque. Ah ben, je suis toujours dans cet écosystème, du coup. C'est là où on a créé la boîte. Et j'ai rencontré, je pense, durant ces 3 ans que j'ai bossé pour eux, plus de 200 entrepreneurs, CEO, CTO. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que pendant ces 3 ans à l'IoT Valley, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte, tu vois, dans l'apprentissage, que mon job, il était inutile. Comment ça? Ben, en fait, mon job, c'était quoi? C'était une startup qui démarre. Donc, jour 1, par exemple, mettons qu'elle doit faire, je sais pas moi, un thermomètre pour les piscines. Toute la question, c'était comment on va concevoir, fabriquer et industrialiser ce thermomètre. Mais en fait, les gens, ils n'achètent pas un thermomètre pour leur piscine. Les gens, ils achetaient un service, parce qu'il y avait un abonnement. Et ce service, c'était quoi? C'était quand ma piscine dépasse, c'est fictif, il n'y a pas d'entreprise qui faisait ça, c'est une entreprise Oui, fictive. Quand ma piscine dépasse les 25 degrés, je veux être averti parce que c'est le bon moment pour aller se baigner, ou alors parce que il faut que je rajoute du chlore parce qu'il va y avoir un problème d'algues ou de pH ou machin, etc. Donc en fait, ils achetaient un système de monitoring de la piscine pour suivre et entretenir la piscine. Du coup, si tu peux avoir un thermomètre sur étagère qui envoie les données là où tu as besoin d'envoyer les données, ben en fait, pourquoi est-ce que tu prendrais pas ce thermomètre sur étagère? Parce qu'en fait, les gens, ils achètent pas le thermomètre, ils achètent la plateforme et ils achètent le service que tu leur offres derrière. Donc ça, c'était la première des réalisations, c'est qu'en fait, qu'est-ce que tu vends? C'est quoi ton cœur métier? C'est pas l'objet connecté, c'est le service qu'il y a derrière. OK. Mais dans ce cas-là, tu peux toujours dire: «Oui, mais c'est toujours mieux d'avoir son propre thermomètre, parce qu'en fait, nous, il y a les features qui vont bien et puis en plus, il y a pas que le thermomètre, on va aussi calculer le pH et cetera, machin et cetera». Je dis: «OK, très bien, tu as raison». C'est vrai qu'en vrai, si tu avais ton propre objet toi-même, ça serait mieux, parce que, il y aurait toutes les fonctions qui te manquent. Sauf que fabriquer ton objet connecté, ça coûte combien d'après toi? Extrêmement cher. Je sais pas, dis un chiffre. Je dirais en R&D, puis en industrialisation, pour sortir le premier, je dirais ouais, entre 50 et 70 000 euros. C'est pas mal, tu peux multiplier par 2 ou 3. Et on parle vraiment d'un objet ultra simple. On parle vraiment que du thermomètre, pas de trucs ultra compliqués, pas d'analyse d'eau, pas de machin. Enfin, on parle vraiment d'un truc ultra simple. Si on rajoute l'analyse d'eau, machin, etc., ça va vite monter à 300 000, 500 000 euros. Wow. Et ça, c'est juste les coûts d'industrialisation, c'est-à-dire la conception de la carte électronique, la conception des pièces plastiques, l'outillage pour les pièces plastiques, l'outillage pour les pièces électroniques, les certifications, les logiciels en interne, voilà. Ensuite, à chaque fois que tu produis un objet, il y a encore un coût de fabrication. Ça, c'est en plus des 500 000. Et même si ici avec l'argent, ce qui est déjà énorme pour une startup de sortir 500 000 balles alors qu'elle n'a pas de clients, mais en plus, il y a le temps. Et il y a le temps. Parce que faire ça, ça prend minimum 1 an. Et ça prend généralement 1 an et demi, 2 ans. Donc là, tu te refais le scénario. Imagine, tu viens de créer ta boîte. Et moi, j'ai un parallèle avec ça qu'on utilise souvent. Et là, tu dois attendre 2 ans avant de livrer un client.
et tu vas perdre 500 000 euros. Tu vas perdre beaucoup plus d'ailleurs, parce que tu vas forcément avoir d'autres salaires chez toi, où tu vas commencer à recruter des gens, etc. Donc en fait, c'est pas viable. Et on s'en est vite rendu compte, parce qu'on a essayé de le tourner dans tous les sens, que à part si tu avais une grosse source de financement, c'était pas viable. Et que même si tu avais une grosse source de financement, en fait, c'était dangereux de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier objet que tu vas sortir de ton usine, dès que tu vas le mettre dans les mains d'un client, il va te dire qu'il y a des choses qui manquent et il va t'aider, tu vois. Dès le premier client, tu vas te rendre compte des trucs. Il y a qu'à regarder la GoPro, il y a qu'à regarder les iPhones ou les Mac ou ce que tu veux. Tous les objets qui nous entourent, qu'on utilise tous les jours, les voitures, les téléphones, les vêtements, ont fait les frais de R&D. Il y a eu des centaines et des centaines de versions. C'est normal parce qu'en fait, on améliore toujours avec l'usage et on se rend compte de fonctionnalités, d'usages qui manquent. Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une startup, ce qu'il fallait qu'elle fasse quand elle vend un service autour d'objets connectés, il vaut mieux qu'elle aille prendre un objet sur étagère, qu'elle aille directement voir des usines partenaires qui vendent en grande quantité, certes, mais ça lui coûtera beaucoup moins cher. Oui, l'objet connecté, il lui manque plein de choses. Il y a plein de choses qui manquent, etc. Machin. Mais derrière, ça te permet d'avoir 50, 100 clients. Ça te permet d'avoir plein de retours. Ça te permet d'avoir du cash, donc de générer du chiffre d'affaires. Donc d'aller dire à des investisseurs ou même des banques, dire ben voilà, on a installé une centaine de clients, on a eu ces retours-là, on se rend compte qu'en plus du thermomètre, il faut rajouter le calcul du pH, de machin, etc., parce que c'est des demandes. Et maintenant, on sait exactement l'objet dont on a besoin. Et en le produisant, nous, on va pouvoir sécuriser. Enfin bref. Mais en fait, c'est quelque chose que tu fais quand ta boîte est déjà un peu plus mature. Donc mon boulot servait à rien. Il servait pas vraiment à rien, mais du coup, sur la dernière année de mon taf, je me suis mis à faire du recrutement de start-up pour l'accélérateur, à organiser aussi, ça c'était rigolo, on organisait des founder dinners et c'était des repas où on faisait venir des entrepreneurs un peu partout, surtout de Paris, mais un peu de partout en France, et on faisait un dîner en ville à huis clos, tu vois, où vraiment il y a rien qui sort de ce dîner. Et moi, comme je travaillais dans l'équipe, j'étais pas censé aller à tous ces fondeurs, c'était réservé aux entrepreneurs, tu vois. Et sauf que je commençais à en faire 2, 3, 4. Et là, le directeur, il me dit ouais, mais mec, tu peux pas y aller à tous. On n'a que 2 places pour les gens de l'équipe, l'association. Donc tu peux pas y aller à tous. Je lui dis écoute, il s'appelait Simon. Je lui dis écoute Simon, moi si je suis venu bosser ici, c'est pour rencontrer tous les gens que je peux rencontrer. Donc moi je veux les faire tous. Donc on fait comment? Mais moi je veux y aller à tous. Il me dit bah écoute, si tu veux y aller à tous, c'est toi qui les organises. J'ai dit ok. Donc je me suis mis aussi à organiser ça. Et ça c'était vraiment trop cool. Essayer d'appeler des mecs et leur demander de venir, etc. Et voilà, et du coup, on est en début 2019 et ça va pas. Je suis malheureux, il y a un truc qui me frustre, il y a un truc qui m'énerve au taf, j'atteins pas forcément mes objectifs, ça va pas, tu vois? Et j'ai mon entretien annuel avec, le directeur de l'écosystème, qui s'appelle Bertrand, à qui je fais des gros bisous. Et on fait l'entretien annuel et il me dit, et je lui dis: «Ouais, ma frustration, je la formule en mode, je suis pas assez payé». Parce que je pense que ma frustration, elle est liée à mon salaire. Et je lui dis, bon voilà, ça fait 2 ans et demi que je bosse ici, ou 2 ans, je sais plus. Ouais, 2 ans et demi. L'écosystème, il a bien grossi. Maintenant, on a des subventions, ça va un peu mieux. On a recruté du monde et tout. Je bosse beaucoup, je m'investis beaucoup. Je suis un élément important de l'équipe. Est-ce que je pourrais être augmenté au moins à 2000 net par mois? C'est même pas mon salaire que je vaux maintenant. C'est mon salaire si jamais j'étais sorti d'école. Mais moi, tu vois, machin, j'aimerais bien l'avoir et tout. Et lui, il me dit, on va t'augmenter, mais pas autant. Sauf que moi, j'entends, non, on va pas t'augmenter. Je te valorise pas. Parce qu'en fait, je suis frustré et c'est pas lié à l'augmentation, sauf que je rentre chez moi et je suis vénère, tu vois? Alors qu'on n'a même pas parlé on n'a pas pu finir, je sais même pas de combien il va m'augmenter et je suis juste frustré, en fait. Et je me dis: «Putain, mais en fait, s'il m'avait dit oui direct, s'il me donnait mes 2 000 balles par mois et ben, ça irait». En fait, je me rends compte que, je sais pas, je me dis: «Mais en fait, même si là, j'étais payé 2 000 par mois ou même 2 500, je serais quand même frustré». Et j'ai réfléchi comme ça et je me dis: «En fait, il faut que je me casse». Je suis dans mon CDI là, je suis dans mon confort, je suis en train de m'emprisonner tout doucement et je vais jamais me lancer et j'attends la bonne idée et je vais jamais me lancer parce qu'en fait, je me mets pas dans les conditions de stress pour me lancer, tu vois? Et je mange avec ma mère, je me souviens très bien, je crois que j'avais le rendez-vous avec Bertrand le lundi et on devait se revoir le vendredi. Je mange avec ma mère le mercredi et je lui dis: «Maman, c'est bon, j'ai pris ma décision, je vais quitter mon taf à la Valley et je vais lancer une boîte».
Et là, panique pour ma maman, que j'embrasse aussi fortement, qui me dit: «Quoi? Mais non, mais tu peux pas faire ça». Je dis: «Bah si, j'ai envie de monter une boîte et tout, j'ai envie de me lancer, il faut que j'y aille, c'est maintenant, j'ai pas de crédit, enfin c'est le bon moment», tu vois? Elle me dit: «Non, mais tu vas pas dire à ton patron que tu vas quitter ton taf. D'abord, tu trouves un nouveau taf et après tu lui dis que tu pars». Je dis: «Bah, je cherche pas de nouveau taf maman, je vais créer ma boîte et en plus, je vais sûrement créer ma boîte dans l'écosystème. Donc, vu que c'est le directeur de l'écosystème, ce serait quand même cool que je lui en parle parce que je suis sûr qu'il va m'aider à créer ma boîte, à trouver une idée, machin, etc.» Et là, ma mère, vraiment, elle comprend pas. Elle me dit: «Mais non, mais faut pas dire ça à son patron, Arnaud, tu te rends pas compte, machin, il va pas t'aider», tu vois? Parce qu'elle, elle vit dans un monde où c'est pas concevable, tu vois? Genre, là, elle, dans son monde, les patrons, enfin, tu vois, il y a vraiment un décalage et je lui dis: «Franchement, maman, fais-moi confiance, ça va bien se passer». Le matin, parce qu'elle savait que je devais le revoir le vendredi et que je devais lui dire le vendredi. Le matin, je me souviens encore, elle m'appelle, elle me dit: «Arnaud, le fais pas et tout, j'ai pas dormi de la nuit, lui dis pas ça, machin et tout». Je lui dis: «Écoute maman, fais-moi confiance, ça va bien se passer». Et donc je vais voir mon directeur, je vais voir Bertrand et je lui dis: «Écoute», il commence à discuter salaire et tout machin. Je lui dis: «Écoute Bertrand, je t'arrête, m'augmente pas parce que j'ai pris une décision qui est pas facile, mais j'ai envie de partir de l'écosystème, j'aimerais bien que tu me signes une rupture conventionnelle et j'ai envie de monter ma boîte». Et là, il me dit: «Ah putain, c'est cool, ça fait 2 ans que j'attendais que tu me le demandes». Et du coup, bon, il m'a quand même augmenté. Je leur ai laissé 9 mois, tu vois, avant de partir. Le temps de, je lui ai dit comme ça: «Écoute, ça correspond avec un événement qui est en septembre. Je pars juste après cet événement parce que c'est un gros événement de l'écosystème. Moi, ça me laisse le temps quand même, parce que tu vois, t'as un peu la frousse, de préparer mon idée et tout. Et vous, ça vous laisse le temps de me trouver un remplaçant si besoin et tout. Et moi, et puis ça me laisse le temps aussi de creuser». Et là, Bertrand, qui est quand même pas mal occupé. Bon, déjà, je raconte ça à ma mère. Je lui dis: «Voilà, c'est bon, ils vont me signer ma rupture conventionnelle, ils vont m'aider et tout». Elle comprend toujours pas, mais elle est un peu plus rassurée, tu vois? Mais elle comprend pas parce que elle conçoit pas le truc. Et Bertrand, il me dit: «OK, viens, je vais passer 1 heure avec toi par semaine pour t'aider et tu vas me présenter des idées, des pitch decks, des trucs comme ça Trop bien. et je vais t'aider à trouver ta boîte». Bertrand, à l'époque, il est hyper occupé et je sais pas si je l'ai déjà remercié. Mais s'il écoute, je le remercie. J'irai le voir un jour pour le remercier proprement et je le vois tous les vendredis et je lui pitch des trucs. Et putain, c'est dur, hein, c'est nul de trouver des idées, quoi. Franchement, c'est galère. Et du coup, à un moment donné, je commence à avoir une idée qui est pas trop dégueu. Ça commence un peu à se formaliser. Ça s'appelle Tools on Demand. Et en gros, ça s'appelle TOD, parce que j'aime bien les trucs un peu, tu vois, genre catchy, avec des acronymes et tout. TOD, Tools on Demand, les outils à la demande. Et il me dit: «OK, vas-y, c'est quoi et tout?» Ça me plaît bien. Je dis: «Bah écoute, les modes de consommation sont en train d'évoluer. Le DIY, c'est en train de prendre une ampleur énorme. Et demain, quand tu iras chez Carrefour, dans n'importe quel supermarché, ton yaourt, tu l'achèteras pas tout fait, tu le fabriqueras. Ta chaise, tu la ponceras, tu la scieras toi-même. Tes vêtements, c'est toi qui les coudras, etc.» Parce qu'en fait, on sera dans des modes de consommation beaucoup plus avec un retour à la nature, etc. C'est des cycles, c'est cyclique, les modes de consommation, et on va vers le DIY énorme. Je pense que je n'ai pas tort parce que je vois comment le DIY prend une forme énorme. Peut-être pas comme je l'imaginais. Et je lui dis, moi, voilà, mon focus, mon axe de départ, c'est que je vais louer un local en centre-ville d'une centaine de mètres carrés dans lequel je vais mettre des machines pour découper du bois. Et je vais mettre à disposition des modèles, genre un modèle de chaise, un modèle de table basse, un modèle de table de chevet, des petits objets en bois de la maison. Et tu vas pouvoir venir usiner tout seul, toi-même, ton objet, et tu repars avec. Et c'est toi qui as fabriqué ta chaise. Et on pourra avoir plein de modèles différents, plus ou moins difficiles, etc. Machin. Et on kiffe bien l'idée, tu vois. On commence un peu à se chauffer dessus, sauf qu'on se rend compte d'un léger détail, mais tout léger. On fait les calculs. Un local, plus les machines, plus une personne à temps plein sur le truc, pour prouver de l'attraction, le business, machin, etc., il faut minimum 1 voire 2 millions d'euros sur 2 ans. Parce qu'en fait, on a rencontré l'entrepreneur de Lunettes pour tous et qui nous délivre un tout petit secret quand tu fais du retail, quand tu as une enseigne physique. Il nous dit: il faut que tu sois là où il y a le plus de trafic. Cherche pas. Il faut que tu sois dans la rue la plus passante de la ville, et c'est ça qui te permet d'avoir du flux et de grossir. Ça coûte cher. Du coup, en fait, le petit détail, c'est qu'on se rencontre avec Bertrand et qu'il me dit, c'est que ouais, elles sont cool toutes tes idées, mais elles coûtent cher, quoi. Il faut que tu ailles convaincre un mec de te lâcher 1 million d'euros alors que t'as pas de traction, t'as pas de track record, t'as jamais créé de boîte, t'as jamais rien fait.
ça va être tendu. Et en parallèle de ça, il me dit, viens, regarde, dans l'écosystème, on a des idées, on fait Startup Studio. Regarde, tu les connais toutes les idées parce que en fait, l'écosystème, on va chez des ETI et des grands groupes, on visite les usines, les chantiers, enfin là où les gens travaillent, et on voit des problèmes qu'on peut résoudre en créant des startups. Donc moi, je les connais bien, la plupart de ces idées. Il y en a même, j'étais à la création de certaines, et il me parle d'une idée qui s'appelle, nous on l'avait nommée remontée d'aléas. C'était l'idée des boutons. Et la première fois qu'il me parle de l'idée, je fais ouais, je sais pas trop les boutons là. Je vois pas trop le truc. Je suis pas trop emballé, tu vois. Et ça commence vraiment comme ça, mon histoire d'amour avec Déclic. Hein. La première fois que Bertrand il me dit viens, prends-le, je suis pas emballé. Et en parallèle de ces petits rendez-vous avec Bertrand le vendredi, il y a un duo d'entrepreneurs qui arrive à l'IoT Valley en mode Startup Studio. Et c'est le duo, nous, on appelle un peu pépite. C'est un mec et une meuf qui ont bossé ensemble depuis plus de 7 ans, genre dans un cabinet de conseil. Elle était sales, elle gérait une équipe, donc CEO, parfait. Lui, il est dev, web, donc CTO, parfait. T'as un mec qui vend et un mec qui conçoit, parfait pour démarrer une startup IoT. Et on se dit, eux, je me souviens très bien, eux, ils vont faire une startup, ça va être un truc de fou et tout. Et en fait, on leur donne un sujet, ils le creusent rapidement. Au bout d'un mois, ils disent non, on voit pas le truc, on sent pas le sujet, on voit pas ce qu'il y a à faire dedans. Et en plus, on n'aime pas trop le secteur de l'industrie. Donc on dit ok, vas-y, pas de souci, prenez un autre sujet. Tu vois, il y en a d'autres des sujets à créer. Et ils disent ouais, mais non, les sujets que vous avez, ils nous plaisent pas trop. Nous, on voudrait un truc dans l'agriculture. Et le problème, tu vois, ce qu'on leur dit, c'est ben ouais, mais on a aucun partenaire dans l'agriculture, donc on n'a pas de sujet de start-up à créer dans l'agriculture parce qu'on n'a pas de retour de clients potentiels. On connaît pas assez ce monde-là pour vous aider à créer une boîte là-dedans. Et ils font non, non, mais nous, on va trouver, on va chercher, machin et tout. À ce moment-là, les directeurs de l'association, ils disent je pense pas qu'ils vont créer une boîte, machin et tout. Et moi, je dis si, je suis sûr qu'ils vont créer une boîte, laissez-moi les aider, moi, j'ai envie de les aider. Et ils me disent ok, vas-y, aide-les. Et donc là, je commence à essayer de les aider, à vouloir monter leur projet, etc. On commence à contacter des gens qui travaillent dans l'agriculture et tout, machin. On essaie de trouver un peu des idées, tu vois, d'interviewer des gens. Et on commence à avoir des problèmes un peu sympas qui remontent. Mais à chaque fois qu'on a un problème sympa qui nous est remonté par quelqu'un, ça leur plaît pas trop. Et en plus, ils reviennent toujours vers eux des idées qu'ils ont, tu vois, qu'ils n'ont pas validées avec on sait même pas si c'est des vrais problèmes, qui sont des trucs un peu complexes. Et en fait, je me rends compte de quelque chose qui fait écho avec ce que moi, je suis en train de vivre. Je me rends compte que si l'idée, elle vient pas d'eux, ben, ils n'ont pas vraiment envie de lancer le projet. Ce que je peux comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais moi, j'ai envie que ce soit mon idée. Et moi, en fait, ça fait écho avec moi et je me dis, ben, moi, je m'en fous que ce soit mon idée. En fait, c'est pas l'idée qui m'intéresse, c'est de créer. C'est de résoudre un problème et c'est de tirer ce problème le plus loin qu'on puisse le tirer. Et du coup, en parallèle de ça, on fait une réunion chez le premier pilote. C'était moi le chef de projet en plus du projet remonté d'aléa. On fait une réunion avec le directeur de l'usine chez qui on a installé les boutons pour mesurer des vis manquantes. Tu vois, truc très, très précis. Le responsable de l'usine, lui, il est convaincu que les vis manquantes, ça lui fait pas perdre plus de 50 000 balles par an. C'est ridicule. Lui, il pense il y croit pas, tu vois. Parce que ces mecs en face, ces managers, eux, ils disent ouais, mais non, les vis manquantes, ça nous fait perdre un temps considérable. Et on pense que il faut embaucher un mec de plus au magasin parce que le mec du magasin, il est tout seul et il a vraiment du taf de ouf. Il a du taf au moins pour 3 personnes. Donc il faut recruter quelqu'un de plus au magasin. Et le directeur d'usine, il dit non, non, mais les vis manquantes, une embauche, c'est 50 000 balles par an. Allez pas me faire croire qu'on perd 50 000 balles par an à cause de vis manquantes. C'est marrant que ce soit dans ce sens, parce que souvent c'est l'inverse. De quoi ? Le directeur qui pense que un problème lui fait perdre de l'argent et que l'équipe dirigeante lui dit non mais peut-être que tu amplifies le problème. Alors c'est pas l'équipe dirigeante là, c'est le directeur de l'usine et c'est les managers en dessous de lui, tu vois, qui gèrent le terrain. Ok, on est bien dans le bon sens. Ouais, on est dans le bon sens, ouais. Et donc on a posé les boutons pour tester, tu vois. Et il s'avère que les opérateurs adorent utiliser les boutons parce que contrairement au fichier Excel, à l'ERP dont je te parlais tout à l'heure, bah, c'est hyper simple pour eux. Donc ils reportent cette fois bien tous les problèmes qu'ils ont. On arrive bien à compter combien de fois ça arrive.
Et en fait, en comptant, ben, on fait les calculs, on multiplie par le temps passé, on multiplie par le chiffre d'affaires potentiel. Et là, en fait, on se rend compte que par an, l'usine perd 6 millions d'euros. Et ces 6 millions d'euros, c'est quoi? C'est le temps passé par les mecs à aller chercher les vis manquantes. C'est 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc de temps où les mecs peuvent pas produire et perdent du temps. C'est juste à cause de ça, quoi. À cause de paniers mal faits. Enfin, en tout cas, eux, ils pensent que. Après, on va rentrer dans l'amélioration continue, je rentre pas dans les détails. C'est peut-être pas ça le problème. Mais en tout cas, les managers pensaient qu'il fallait faire ça. Je sais pas si c'est ça la solution. Et ben, du coup, moi, là, j'ai vu un directeur d'usine qui, dur comme fer, hein, quelques mois avant, disait non, mais on va pas embaucher un mec au magasin, c'est ridicule. On lui a montré les données, on lui a expliqué comment ça marchait. Et là, en 2 secondes, il a dit OK pour embaucher quelqu'un au magasin la semaine prochaine. Et en fait, c'est là où moi, je me suis dit. Et pas mal cette idée. En fait, je l'ai trouvé cool. Du coup, d'un coup, je me suis dit, en fait, waouh, putain, c'est ça l'impact que l'amélioration continue et qu'on peut avoir avec des boutons sur des usines, c'est énorme, en fait. Et je me suis dit, mais mets ton ego de côté et lance-toi, quoi. Et du coup, après, je suis allé voir Bertrand et je lui ai dit, écoute, vas-y, go, je prends le projet remonté d'Aléa et on va en faire quelque chose. Et c'est comme ça que l'aventure, elle a démarré. Et du coup, j'ai quitté l'IoT Valley en 2019, en octobre, et j'ai créé la société Déclic en février 2020, le 14 février 2020, parce que j'avais des clients qui voulaient signer. Et donc, du coup, tu crées ta boîte le jour où il y a des clients qui veulent que tu les factures. Sinon, ça sert à rien de créer ta boîte. C'est clair, très pragmatique. J'aime beaucoup la manière dont tu as raconté tout ça. Ton récit est clair. En fait, tu es un très bon communicant. Et c'est rare d'avoir ça chez des ingénieurs, parce que tu es ingénieur en soi, finalement, tu as une formation de base d'ingénieur, c'est juste que tu as la curiosité d'aller voir les gens, de comprendre comment ils veulent fonctionner, ce qu'ils cherchent. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite de Déclic, un peu, parce qu'au final, ces petits outils, finalement, ces boutons, c'est rien d'autre que des boutons. Ce qu'il y a derrière, c'est la manière dont on traite les données que ces boutons remontent. Et c'est ce qui fait le succès de Déclic. Et je trouve que le projet te va très bien parce que tu as cette fibre-là. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, juste aller un peu plus loin, les boutons, en fait, tu as raison, à première vue, on peut dire c'est juste des boutons. Mais en fait, les boutons, ils sont allés chercher, et nous, on est allé chercher quelque chose dans les boutons et dans l'outil, en fait, dans le système qu'on vend, parce que en fait, on vend pas juste des boutons. Tu vois. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'on est allé chercher, nous, c'est tous les détails. Le diable, tu sais, le diable se cache dans les détails. La différence entre deux solutions, deux objets, c'est les détails. Un détail, par exemple, c'est que nos boutons, tu les donnes à n'importe qui, il le colle, ça marche. Tu n'as pas besoin de demander à la maintenance de l'installer, tu n'as pas besoin de demander à la DSI des autorisations, tu n'as pas besoin de le paramétrer, tu n'as rien à faire. Il est vraiment plug and play. Ça paraît un détail, mais c'est énorme pour nos clients. Ça leur fait gagner un temps de dingue. Le deuxième détail, qui est tout bête, c'est qu'en fait, tu peux l'utiliser avec des gants. Tu peux l'utiliser avec les mains sales. Tu peux le nettoyer au Karcher. Il est ATEX pour les environnements explosifs. Et en fait, on s'est rendu compte de ça dans ce détail-là, c'est qu'il y a plein d'usines qui n'utilisent pas de tablette, qui n'utilisent pas de PC, parce qu'en fait, ils peuvent pas. Tu vois, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas. Un autre détail aussi tout bête, le manager, le lead manager et les opérateurs, s'ils veulent renommer le bouton, ils n'ont pas à faire une demande à la DSI qui va envoyer une demande au fournisseur du logiciel qui va traiter ça et dans 3 mois, peut-être qu'il y aura la nouvelle ligne. Non, tu vois, ils prennent une DIMO. Tout le monde sait ce que c'est une DIMO, c'est une étiqueteuse. Et ils changent le nom du bouton. Ça, c'est des détails. Comme aussi un autre détail tout bête, c'est qu'on en renvoie les données des boutons là où ils veulent. On les envoie sur des fichiers Excel, on les envoie sur SAP, on les envoie sur Power BI. En fait, n'importe quel outil, tu vois, qu'ils ont, on leur dit, pas de souci, on vous pousse les données là où vous allez les analyser. C'est efficace, c'est très efficace et c'est assassin, tellement c'est efficace. Bravo en tout cas. Un autre truc aussi, tu vois, que j'entendais beaucoup quand je créais ma boîte, et je dis ça à tous les entrepreneurs qui sont en train de monter leur boîte, et même ceux qui l'ont déjà montée, surtout dans l'industrie. Au début, on a essayé de se battre contre les tablettes et contre les PC. Au début, moi, j'ai essayé d'expliquer, j'en suis toujours un peu convaincu, mais
J'essaie d'expliquer, ouais, mais quand tu installes une tablette, ça coûte super cher à installer, il faut la connecter au Wi-Fi, ça prend du temps avec la DSI, machin, ça marche pas tout le temps, ça bug, il faut forcément qu'il y ait une prise électrique, machin. Enfin, c'est énormément de contraintes, c'est énormément d'argent que tu sors d'un coup. Et en fait, ça servait à rien de faire ça. Parce que en fait, ça sert à rien d'essayer de lutter contre quelque chose où les gens, ils sont déjà plus ou moins convaincus, où ça leur va. Il faut plutôt aller chercher des endroits qui sont pas couverts, des endroits où il y a vraiment du manquant et vous avez vraiment une valeur ajoutée. Et moi, du coup, plutôt que d'être en opposition avec tous les MES, avec tous les ERP, avec toutes les GMAO, en fait, maintenant, ce qu'on leur dit, c'est: nous, on va là où vous n'arrivez pas à aller, et on y va pour ensuite pousser les données dans vos systèmes. Donc, on n'est pas vos concurrents. Et souvent, c'est beaucoup plus facile, je trouve, et c'est dommage, de se positionner en tant que concurrent d'eux, plutôt que d'essayer de remplir un trou et de devenir une solution complémentaire et justement d'apporter un plus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est ce qui permet d'être efficace dans la démarche. Dans l'informatique, moi, du coup, j'y suis. Je cherche jamais à remplacer une solution qui existe. Bon, de toute façon, tout dev senior te le dira. La solution, elle existe. Même si tu sais pas comment elle fonctionne, bah, t'y touches pas, en fait. Elle fonctionne. Et ben, c'est pareil. Ça fonctionne. L'organisation tourne. Faut pas lutter. Faut aller dans un endroit où on a besoin de toi, où on t'attend. Apporte une solution quelque part, quoi. Ou alors, il faut poser des questions, tu vois. Nous, c'est à force de poser des questions que les mecs nous ont dit: ouais, j'ai des tablettes, mais en fait, les tablettes, bon, déjà, j'ai pas pu les mettre partout parce que, bon, c'était un budget. Mais surtout, en fait, il y a des endroits où on les a mis et bah, c'est ultra galère parce que les mecs, à chaque fois, ils sont obligés d'enlever, de remettre leurs gants, c'est pas pratique. Ou alors, ils ont toujours de l'huile sur les mains, donc ils sont obligés de s'essuyer les mains, machin. Ou alors, bah, les tablettes, vu qu'on est dans un milieu hyper humide, elles ont tenu un mois. En fait, en creusant aussi, on s'est rendu compte et ça, ça vaut pour n'importe quel marché, n'importe quel produit, dans n'importe quel secteur. Il y a toujours des trous, des creux qui sont pas adressés. Toujours. Donc, ça vous fait, pour vous, je pense, un énorme terrain de jeu. Du coup, quel est l'avenir aujourd'hui de Déclic? Comment l'avenir se profile? Est-ce qu'il y a de la croissance? Vous allez embaucher? Bah, chez Déclic, on a fait beaucoup d'erreurs, tu vois, depuis 2 Ouais. ans. Si je peux lister toutes les erreurs pour les entrepreneurs qu'on a faites aujourd'hui, sur lesquelles on est en train de réaliser. La première, on a recruté trop de monde trop vite. J'ai recruté des gens qui étaient vraiment extraordinaires, parce que j'ai passé énormément de temps à les recruter. Par contre, en fait, on a recruté trop vite pour des métiers dont on n'avait pas forcément besoin tout de suite. Et ça, c'est l'erreur un peu du début, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vas recruter des gens parce que tu penses qu'il faut avoir des gens en market, avoir des gens en customer success, avoir plus de développeurs, etc. Et en fait, c'est faux. Tu n'as pas besoin d'avoir autant de gens. Au début, tu as besoin que d'un truc, c'est de vendre et de discuter avec tes clients. Et pour ça, il faut ton téléphone et c'est tout. La deuxième erreur, donc l'erreur qui va avec le recrutement aussi, qui est un peu classique, c'est, j'espère que tout le monde ne la fait pas, c'est recruter aussi avant de lever. Ça, c'est une erreur. Il faut d'abord avoir sécurisé de l'argent pour faire des recrutements. Sur le tarif aussi, l'erreur qu'on fait tous sur le tarif, c'est tu prices ta solution en fonction de ce que vaut le produit, on va dire, et pas de ce que le client est prêt à payer. Et ça, c'est la première erreur parce que, aussi fou que ça puisse paraître, si ton client considère que t'es pas cher, que vraiment, vraiment t'es pas cher, eh ben ça dévalorise ta solution. Et le prix, c'est vraiment un sujet, je pense, où il faut tester le plus que tu peux. Il faut monter, 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 descendre, monter, descendre, monter, descendre, jusqu'à un moment donné où tu arrives à un peu un sweet spot où les gens vont dire, OK, c'est ni trop cher, ni pas assez cher. Pour moi, je trouve que c'est le juste prix. Et ça, c'est hyper important parce que le meilleur argent qu'il y a quand tu crées ta boîte, vraiment le meilleur du meilleur, c'est l'argent de tes clients. Parce que ça veut dire que tu vends un service qui leur rend un vrai service et ça pérennise ton entreprise. Dans les erreurs classiques aussi, donc recrutement, tarif, features. Alors ça, putain. Parce que du coup, tu te dis, si tu augmentes les prix, tu te dis qu'il faut que tu rajoutes des features, ce qui est faux. Tu te mets même aussi des fois, alors c'est encore le pire, tu te dis, je vais d'abord rajouter des features pour ensuite augmenter les prix. Non, si tu veux augmenter les prix, tu les augmentes. Et s'ils sont trop chers, t'inquiète pas, les gens, ils achèteront pas. Par contre, si les gens, ils achètent, ça veut dire que tu leur rends vraiment un service
et que ce que tu fais, ça vaut ce prix-là. Après, à toi d'être excellent dans ton outil, dans ton service, etc. Mais excellent ne veut pas dire avoir 1000 features. Nous, on a commencé à vouloir faire de l'analyse, de machin. Non, c'est pas notre job. Nos clients, à un moment donné, ils nous ont dit, mais moi, j'en veux pas de l'analyse. Moi, je veux des boutons pour compter. L'analyse, j'ai un Power BI, j'ai un SAP, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi, je veux un outil terrain pour aller compter et je veux que cet outil-là, il m'envoie la donnée traitée, machin, etc., où j'en ai besoin. Analyser la donnée, c'est pas votre taf. Et ben, du coup, après toutes ces erreurs, là, on a compris notre sweet spot. On a un marché qui est quand même assez énorme. Je pense que il faut encore qu'on niche. Tu vois, on est en train de nicher, mais je pense qu'aujourd'hui, rien qu'en Europe, il y a 500 000 usines qui correspondent aux critères de j'ai un lean manager et mes opérateurs ont les mains sales, entre guillemets, gants, huile, etc. Donc c'est énorme. Et donc c'est un marché à plus de 10 milliards, rien que pour notre solution. Et dedans, on est encore en train de chercher où on va nicher. Et nous, ce qu'on veut devenir, c'est le collecteur de données industrielles. En fait, on veut être le lien entre le terrain, où c'est messy, où c'est sale, où, tu vois, où c'est pas fait pour les ordinateurs, et le big data, où on envoie toutes ces données et on les analyse pour optimiser et pour améliorer la performance, mais aussi les conditions de travail et de vie, en fait, des gens sur le terrain. Parce que ce qu'on oublie un peu trop souvent, et nous, on s'en est rendu compte aussi au fil de l'eau, c'est que le vrai boulot du lean manager, c'est de faire en sorte que les hommes soient bien. Si les hommes sont bien, la productivité sera au rendez-vous. Très belle phrase. Très, très belle phrase. J'espère que tout le monde va la retenir. Et bravo pour cette réussite. Je pense que grâce à ce que tu fais là, à Déclic et au podcast que tu fais pour expliquer aux gens ce qu'est le lean management et en quoi prendre en compte les détails, les plus petits détails, permettent d'améliorer la vie des gens dans nos usines et dans les usines du monde bientôt pour Déclic est hyper important. Et si tu devais donner aujourd'hui un conseil à une personne jeune ou un moins jeune, n'importe qui, mais une personne qui a une idée, parce que du coup, tu as travaillé dans le monde des idées, mais qui hésite à se lancer, quel serait ce conseil? Je suis sûr à 90% que ton idée, elle est pourrie, mais ça, c'est pas grave. Il faut déjà que tu fasses le deuil de ton idée. Le meilleur moyen de faire que ton idée ne soit pas pourrie, c'est d'en parler au plus de personnes possible autour de toi. Et si possible, d'en parler à des clients potentiels. Si tu parles de ton idée à quelqu'un à qui tu penses que, par exemple, tu veux faire n'importe quel service et tu dis, OK, les gens qui vont m'acheter, c'est eux, va voir ces gens-là, parle-leur de ton idée, demande-leur si ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, déjà, tu es sur une piste, ils vont sûrement t'apporter des améliorations. Et c'est comme ça qu'on commence et qu'on se rassure pour se lancer. Et ensuite, le meilleur moment pour se lancer, tu le connais ou pas? C'est lequel? C'est maintenant. Toujours. Il n'y a aucun moment propice pour se lancer. Il y aura toujours des excuses, il y aura toujours des trucs. Après, il faut bien sûr, vous mettez pas en danger financièrement. Regardez ce que le chômage est un outil extraordinaire. On a tellement de chance en France d'avoir ça. Le chômage, votre famille, votre entourage, comment vous pouvez vous organiser. Mais il y aura jamais de bon moment pour se lancer. C'est maintenant. Et aussi, il y a un truc qui est très. J'ai du mal à le casser encore dans la tête des gens. Celui-là, c'est. Mettons. Tu vois, je vois un peu le schéma classique. Tu bosses dans une boîte de conseil à Paris. T'en as marre. Parce que ton job, il est pourri. Tu te sens inutile. T'alignes des slides sur des sujets que tu comprends même pas. Bullshit job. Bullshit job, ok. Mais bon, du coup, t'es payé, je sais pas moi, 60K par an, 70K par an, j'en sais rien. T'es bien payé, quoi. T'as une belle vie. Sauf que tu fais, je sais pas, allez, 50, 60 heures semaine, mais horrible. Tu vois, tu rentres tous les soirs chez toi, t'es fatigué, t'es pas motivé, etc. Et là, d'un coup, tu te dis, j'ai envie de monter ma boîte. Ok. Donc tu te dis, attends, si je monte ma boîte, je vais bosser combien? Moi, je vais bosser au moins autant. T'as raison, tu vas bosser au moins autant, ça c'est sûr. Voire plus, ça c'est il y a de grandes chances. Je vais être payé combien? Oh, ben, je vais être payé beaucoup, beaucoup moins. Tu vois, mes 3000 nets par mois, ils vont peut-être descendre à 1005 avec le chômage. Et donc, tous mes petits plaisirs que j'ai dans la vie, en fait, tous les restos, toutes les soirées, toutes les vacances que je fais en dehors, ils vont partir. Et il va me rester quoi? Il va me rester cette charge de travail, même un peu plus grosse, mais sans tous mes plaisirs à côté. Putain, ça paraît horrible, en fait. Sauf que le truc dans ta tête qui est faux, c'est que ces nouvelles heures de travail que tu vas passer à bosser sur ton projet,
elles n'ont rien à voir avec les heures de travail que tu fais. Et en fait, il y a un truc que tu ne sais pas, parce que c'est un truc que tu n'as jamais fait de ta vie, tu n'as jamais travaillé pour toi. Tu n'as jamais eu toutes tes journées de libre dédiées uniquement à toi et à ton accomplissement personnel sur un projet qui te fait vibrer. Et ça, tu n'as aucune idée du bonheur, de l'adrénaline, de l'endorphine, de tout ce que tu veux que ça génère en toi. Et qu'en fait, quand tu rentres le soir à 19h30 et que tu es arrivé au boulot à 8h et que tu rentres à 19h30 après avoir bossé toute une journée sur ton projet, eh ben, il se passe un truc assez fou. Tu n'es pas fatigué. Tu es de bonne humeur. Tu as envie de faire des trucs, tu es motivé, tu vois. Et ça a un impact sur ta vie qu'en fait, tu peux pas imaginer parce que tu assimiles ton boulot actuel pas ouf à cet entrepreneuriat. Formidable. Je pense que c'est le bon mot de la fin. Merci Arnaud pour cet échange. Et on est ravis de voir que tu es content dans ce que tu fais. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour nos auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent dans le secteur de l'industrie? Si vous voulez faire du bâtonnage et du chronométrage tout terrain auprès de vos opérateurs, on est là. On fait des boutons plug and play, Decliq, declique.fr, ou vous pouvez me joindre sur LinkedIn ou n'importe où. C'est plug and play, c'est sans engagement, n'hésitez pas à venir nous voir. Super, merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.